Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. Vous voulez bien répondre à une question, est-ce qu'on marcherait pas un petit peu sur la tête avec le foot féminin en ce moment? Alors je m'explique. On voulait plus de visibilité, on a eu plus de matchs. On voulait le professionnalisme, on a eu l'usine. Aujourd'hui, entre clubs, sélections, voyages et nouvelles compétitions, j'ai l'impression que les joueuses sont au bord de la crise de nerfs. Et c'est pas un remake du film de Pedro Almodovar. Et si, à force de tirer la corde, on cassait le jeu et les genoux au passage? Alors je m'explique, les amis. La charge explose, tout simplement. Saison rallongée, fenêtre internationale serrée, tournée et bientôt un mondial féminin, je vous l'annonce. Résultat, certaines stars empilent plus de 60 matchs dans l'année. Ça représente à peu près 5000 minutes étalées sur 12 mois. Mariona Caldentey représente, symbolise parfaitement ce marathon récent, l'exemple parfait d'une élite surutilisée, surexploitée, pendant que d'autres jouent trop peu. Le système est déséquilibré en fait. Peu de repos pour les meilleurs, trop de vide pour les autres. Alors, il faut le savoir, les amis, les ACL antérieurs, crucial ligament, ou autrement dit, les ligaments croisés, eh ben ça explose. J'ai lu des études, des bilans là-dessus. D'ailleurs, je vous mettrai les liens vers ces études et ces bilans, si ça vous intéresse, qui parlent d'une incidence en hausse, notamment en Angleterre sur la saison 2022-2023, et d'un risque jusqu'à 6 fois supérieur chez les femmes. Eh oui, et on ne dit pas que tout vient du calendrier, mais la charge physique, plus mentale, plus la récup bâclée, les voyages, les surfaces pas toujours au top, tout ça fait que ça augmente bien évidemment le risque. On peut parler des cas en Angleterre de Beth Mead, de Viviane Miedema, de Sam Kerr. On peut aussi parler des cas chez nous, on n'est pas en reste, hein, Delphine Cascarino, sa sœur jumelle Estelle Cascarino également, qui ont été concernés donc par ces ruptures des ligaments croisés. Sachez-le, sur la dernière Coupe du Monde, 30 joueuses sont restées sur le flanc à cause de cette blessure. Des joueuses connues comme des joueuses qui sont d'illustres inconnus. Mais peu importe, c'est un signal qu'il faut écouter, trouver les moyens d'y remédier parce que ce n'est pas une coïncidence. Et la FIFPro tire la sonnette d'alarme. Sans 4 semaines de vrai off-season, plus 2 semaines de break en saison, on va droit dans le mur. Or, le calendrier FIFA n'impose pas ces pauses. Bien au contraire, on renvoie la patate chaude aux ligues et confédérations. Traduction, les joueuses payent et certaines stars l'admettent. Cycle sans fin de gros matchs égale épuisement. Je vais vous parler du cas de Savvy King, cette joueuse de la NWSL, donc du championnat américain, qui s'est effondrée en plein match. Elle joue pour les Angel City, hein, l'équipe de Julie Dufour. Enfin, c'était l'équipe de Julie Dufour jusqu'à ce qu'elle signe pour un autre club aux États-Unis. Enfin bref, on s'est rendu compte quand même qu'elle avait une endocardite, qu'elle avait une malformation cardiaque qui a pu expliquer donc cet effondrement. Il n'empêche, des joueuses comme Kristen Press ou Trinity Rodman ont fait quand même remarquer que c'est l'accumulation des gros matchs, l'intensité dans ces matchs répétés sans qu'il y ait véritablement de pause, qui a aussi pu causer cet effondrement en plein match. Donc il faut rester alerte et garder l'œil bien ouvert. Et les joueuses, les premières concernées, elles en pensent quoi? Bah, à votre avis, beaucoup n'osent pas parler hein, de surcharge par peur d'être cataloguées fragiles ou de perdre leur place, ce qui est compréhensible. Les syndicats confirment, la peur de s'exprimer, elle est réelle. Et quand une joueuse s'effondre, je vous ai parlé donc du cas de Savvy King,
sur le terrain, on découvre quand même que certains protocoles d'arrêt de match ne sont pas toujours à la hauteur. Je me souviens, moi, là je fais une parenthèse, de la Amos Cup, je crois que ça s'appelait comme ça se déroulait à Toulouse et il y avait quelques équipes qui s'affrontaient en match de pré-saison, on va dire comme ça. Et je me souviens d'un match, je crois que c'était entre, l'OL et Liverpool, il me semble, ou une autre équipe française contre, Liverpool. À l'époque, je me souviens, il y avait Alex Greenwood dans cette équipe de Liverpool et Van de Sanden, Shanice Van de Sanden également dans l'équipe, donc ça remonte à quelques années quand même. Bah, je me rappelle qu'il y avait eu un incident lié à une bouteille d'oxygène qui n'était pas présente au niveau des bancs de touche et Liverpool avait menacé donc bah, les organisateurs donc, de cette Amos Cup de ne pas jouer le match tant qu'il n'y aurait pas de bouteille d'oxygène présente sur le banc de touche au cas où une des joueuses fasse un malaise. Donc les organisateurs ont pu y remédier, mais ça prouve quand même que tout n'est pas fait pour la sécurité des joueuses. Alors depuis, les choses changent, fort heureusement. Certaines ligues même durcissent la règle après des incidents quand même qui restent très choquants. Mais bon, la vérité, c'est qu'on veut rattraper le foot masculin à vitesse grand V. Nouvelle compétition, match rallongé, temps additionnel XXL, voyages intercontinentaux. Bah là, par exemple, cet été, il y a le voyage de Barcelone au Mexique, dans une tournée qui reste médiatique et pas tellement sportive, avec un staff médical pas toujours homogène, ou en tout cas à la hauteur des attentes du professionnalisme, ni standard de repos. Les experts réclament 8 semaines l'été, 4 semaines de repos véritable, puis 4 semaines de prépa. Mais on en est loin, les amis, on le sait. Et pire, certaines sélections et clubs se marchent dessus. Alors je vous pose la question, qui protège les joueuses? Alors les amis, je vous ai dressé un tableau pessimiste de la situation, ok, mais il y a quand même des solutions qui existent. On pourrait instaurer les pauses obligatoires, donc quand les saisons sont terminées, j'en ai parlé tout à l'heure, 4 semaines complètes de repos, plus un vrai break durant la trêve hivernale, environ 2 semaines. On pourrait aussi imaginer un plafond de minutes annuelles pour l'élite des joueuses. J'avais parlé des 5000 minutes qu'a eu Mariona Candente sur la saison écoulée. Donc on peut imaginer un cap à ne pas franchir en termes de minutes jouées pour cette élite, plus des fenêtres internationales mieux espacées. Donc travailler là sur le calendrier international. Suivi, charge, vol et staff médical élargi, renforcé. Je vous donne l'exemple du Project ACL, donc imaginé par Nike, la FIF Pro, Leeds, Beckett également. Donc le nom, il n'est pas sexy, hein, effectivement, le projet ligament croisé, mais c'est un projet nécessaire pour améliorer donc les conditions de santé, de bien-être des joueuses. Enfin, il faut appuyer sur la culture de la récup concernant notamment les stars qu'il faut absolument ménager, donc normaliser le load management qui est en vogue actuellement en NBA avec les stars de la NBA. D'ailleurs, Jonathan Giraldez est un adepte de ce load management, s'appuyer donc sur un effectif élargi et jouer à fond la rotation, bien évidemment. Voilà les solutions qui existent et qui pourraient permettre aux joueuses quand même bah, d'alterner donc performance et récupération. Alors oui, on veut des stades pleins, des droits TV, des stars, mais sans repos, on n'aura bientôt ni spectacle, ni star. La question n'est plus combien de matchs veut-on caser, mais combien de carrières veut-on casser? Tant qu'on confondra croissance et surenchère, l'enjeu
tuera le jeu. À nous, ligue, fédé, club, fans, d'exiger un calendrier humain ou d'accepter de regarder un jour le foot féminin depuis l'infirmerie.